Oh yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la saison 4 de Wakfu. Je préfère prévenir dès le début, cette vidéo va contenir du spoil. Si vous continuez de regarder, j'estime que vous avez vu en entier la saison 4 de Wakfu. Elle se composera de deux parties. La première, c'est une rapide analyse de la saison 4. Et dans la seconde partie, on va creuser un petit peu ce qui nous a été dit, ou juste évoqué, qui sont des points d'intrigue que j'ai trouvé assez intéressants pour être soulevés lors de cette vidéo. Donc une partie plus théorique. Donc, concernant cette saison 4, on a une saison presque parfaite. Graphiquement parlant, la saison est époustouflante. On n'a jamais eu dans l'univers d'Ankama des combats aussi beaux et bien chorégraphiés, c'est indéniable. On a été gâté aussi en termes de clin d'œil, de ref, en tout genre à l'univers et au lore, plus précisément d'Ankama. Et j'ai beaucoup aimé cette saison 4 de Wakfu. Mais cette saison 4 comporte quelques incohérences selon moi. La première d'entre elles, c'est les mécasmes. Aux dernières nouvelles, les mécasmes sont toujours en guerre contre les héliatropes. À moins que Kid B ait réussi à leur expliquer que non, quand il a récupéré le cœur d'Orgonax, c'est ce dernier qui lui avait donné. Je sais pas quand est-ce qu'il a trouvé le temps de leur parler, parce que bon, quand il était sur le monde des 12, il voulait récupérer son œuf, puis après il a fait venir les chouchous, donc il a pas eu le temps, et après il s'est fait receller. Donc compliqué. D'ailleurs ce revirement, alors, faut rendre à César ce qui est à César. Kill Bee saison 4, c'est le GOAT absolu. Mon perso préféré, c'était Lely. J'ai déjà fait une super vidéo d'elle d'ailleurs, qui s'affiche en haut à droite, c'est ça. Dans le petit là, vraiment Lely, pour moi mon perso absolu de Wakfu, ça s'est encore prouvé dans cette saison, mais Lely pour moi a carry la saison 3 de Wakfu, c'est un autre débat, mais Kill Bee pour moi a carry la saison 4, genre c'est indéniable, Kill Bee, meilleur perso de la saison 4, c'est indéniable. Et d'un autre côté, je ne comprends pas, genre je l'aimais bien en perso un peu entre guillemets aigri, en mode je me fais chier sur ma planète, je vole le cœur d'un mécasme pour nous créer un Héliacube qui nous permettra de nous envoler, de nous barrer, etc. Là finalement non, Kill Bee pas si méchant, il l'aurait gagné parce que Orgonax lui aurait donné, il l'avait jugé digne de lui. Ouais, ça me fait un peu chier, entre guillemets. Enfin, je préférais le Kill Bee, entre guillemets, connard. Je sais pas. Du coup, là, ça fait juste le perso incompris du début à la fin. Pareil, le fait que au début de la saison, tu vois juste Kill Bee en train de faire sa pleureuse auprès de sa mère. C'est drôle en soi, connaissant le perso, sachant qu'il est très intelligent, etc. Et dans sa mère, elle nous le dit depuis le début, Kill Bee a un bon cœur. Je ne nie pas que Kill Bee a un bon cœur. Je suis pas ultra fan du traitement du personnage, dans le sens où on en a fait une pleureuse, et après il récupère ici Dofus, et là juste c'est masterclass sur masterclass qui nous réalise, parce que faut quand même qu'on dise un truc. Locus, c'est sans doute le personnage le plus puissant qu'on ait vu dans cette saison 4, genre il trône tout en haut, même la grande déesse Héliatrope le dit, si tu nous prêtais ta puissance, ce qui a été prouvé un peu après, elle dit en fait, tu pourrais nous sauver. Et Locus n'en a juste rien à carrer. Ça on l'a vu. Mais Locus, il a mis à genoux, il a déglingué Adamai. Adamai qui pourtant ne lésine pas sur les combats, il dit ouais, faut jamais qu'on affronte cette chose. Genre, c'est pas possible, trop puissante. Chais, Adamai, je ne t'aime pas, Adamai. Ensuite, la grande déesse Héliatrope essaye d'avoir son pouvoir. Il la met à genoux, enfin genre il met à genoux une déesse. Kill Bee arrive avec les Sidofus, donc les Galdindu. On a vu d'ailleurs que Kill Bee, rien qu'avec un cheveu de la déesse Héliatrope, il déboîte Hugo. Enfin genre Kill Bee
même si c'est pas un combattant parce qu'il aime pas particulièrement se battre, on l'a vu, il est juste trop chaud. Hein. Avec les Sidofus en plus, c'est encore pire. Enfin, genre vraiment, il est très très fort, Kill Bill, à ne jamais sous-estimer. Et là, on voit Kill Bill en fait qui affronte Locus. Et Locus, il ploie le... Enfin, Kill Bill finit à genoux, hein, évidemment. Kill Bill est bien moins fort que Locus. On l'a dit, je le reprécise, hein, au cas où, mais Locus, c'est le perso le plus fort pour le moment qui nous a été donné de voir dans l'univers du Cosmos. Et là, en fait, Locus ploie le genou devant Kill Bill, le reconnaissant digne. Et j'adore la phrase de Kill Bill, il disait franchement, à un moment donné, faudrait savoir ce que tu veux. Très marrant. Quand on voit que Hugo, après, revient sauvé par Kill Bill, du coup, du Nécromonde, avec les Sidofus et tout, il affronte Locus. Hugo, il finit à genoux. Locus, il le regarde de haut. Il fait non, frérot. Non, toi, tu n'es pas digne. Kill Bill est digne. Toi, non. Donc, vraiment, Kill Bill le GOAT. Rien de plus à dire. Voilà. Par contre, un des autres points qui me perturbe un peu, toujours dans l'Inglorium, parce qu'on revient dans l'Inglorium après que Hugo soit sorti du Nécromonde, faut qu'on m'explique comment Pain, donc Pain qui a quelque chose comme 12 heures d'existence, à un slip de bourre que près, j'ai envie de dire, comment Pain arrive à maîtriser un chouchou majeur, le frère de Rouchou, qui plus est, c'est un peu gros, même pour un des membres de la famille Perceval. Je veux dire, le gosse, il a vraiment 12 heures, il arrive à contenir toute la colère d'un chouchou. On rappelle que Tristepin se faisait contrôler par Rublax saison 1. Chaud, vraiment chaud. Alors, je veux bien que Eva puisse coller une trouille monumentale, hein. J'ai pas envie de contrarier Eva. Je veux bien que dans les veines de Pain coule le sang du dieu Yop. J'entends. Contrôler un chouchou majeur, le frère de Rubilax. C'est un peu gros pour moi. Ça passe pas. Ça passe pas. Pour moi, ça, c'est une incohérence scénaristique. Bon, bref, on va laisser ça de côté. On va faire un petit hors-sujet sur un des points qui m'a vraiment plu. Vraiment, quand j'ai vu l'évolution de Hugo, donc passant de son corps d'enfant à celui d'adulte, dans le Nécromonde, ça m'a beaucoup fait penser. Alors là, de nouveau, je vais mettre une alerte spoil pour le manga du coup Nanatsu no Tansei. Voilà, parce que là j'estime que vous avez vu la saison 4 de Wakfu, mais on va spoiler Nanatsu no Tansei pour le clin d'œil, enfin pour le parallèle que je vais faire. Voilà, donc si vous êtes encore là, j'estime que vous en foutez d'être spoilé ou que vous êtes à jour dans Nanatsu no Tansei. Ça m'a beaucoup fait penser à Ban quand il va dans le purgatoire et qu'il troque des années de vie contre du coup un immense pouvoir. Du coup alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas moi ça m'a fait ce parallèle dans ma tête et j'ai trouvé ça super sympa parce que j'adore les deux œuvres, j'adore Nanatsu no Tansei et j'adore l'univers de Wakfu. Bref, ceci étant dit, on va pouvoir passer à ma partie préférée que j'ai nommée la partie théorie. Alors, on va devoir parler des dieux. Parce que là, je me pose beaucoup de questions. Donc, si on se réfère au manga Dofus, on sait que les dieux ont interdiction de faire des enfants entre eux. Voilà. Il y a un seul abruti qui n'a pas pu garder sa queue dans son pantalon. C'est le dieu Yop. Quand il était bourré as fuck et qu'il est allé dans le jardin de Sadida et qu'il a violé. Donc c'était... Je suis pas sûr que ce soit Datura. Si, je crois que c'était Datura d'ailleurs. La poupée préférée de Sadida. Oui, ça doit être Datura. Bref. Et du coup, ça a donné le cornu moulu. Donc une entité extrêmement puissante. D'ailleurs, petit aparté. Le cornu moulu, c'est ce qui donnera plus tard l'apparition d'une nouvelle classe qui sont les Obals.
Donc si vous demandez pourquoi les Ebal rox aussi fort, alors qu'ils sont censés être des disciples Sadida, parce qu'à la base, c'est un peu des... C'est une classe qui est le fruit de l'inceste entre Yop et Sadida, donc c'est pour ça que... Il y a une... Enfin, on va revenir plus tard, mais il y a la psychologie du masque, parce que du coup le Cornumulu était scellé dans plusieurs masques. Et pour essayer sa puissance, parce qu'il était trop puissant. Et du coup c'est pour ça qu'il rox aussi fort, parce qu'il y a un peu de Yop en lui. Bref. Le Cornumulu, du coup, quand il est venu au monde et que, du coup, ça s'est su au sein des dieux, les dieux ont dit à Yop, voilà, tu fais chier, mais tu vas régler ce problème tout seul, parce que nous, on t'accompagne pas, hein, on sait qu'un enfant de dieu, c'est puissant, et Yop a dit, vous inquiétez pas, je suis Yop, je veux dire, je suis le dieu de la guerre, s'il y en a bien qui peut réussir, c'est moi. Bon, il est allé 1v1 son fils, il a été laissé pour mort par ce dernier. Après, il était secouru par Gulthard, donc que vous connaissez tous, hein, Gulthard. Et il a été aidé aussi de Morty. Alors, Morty, c'est un peu plus technique. Il faut savoir que Morty, c'est le dragon du Dofus Émeraude. C'est-à-dire que quand il a pris forme humaine, il a décidé de vivre parmi les hommes. Et donc, c'est le dragon de Dofus Émeraude, Morty. Donc, il faut savoir que le Cornumulu, pour le receller et pour pouvoir donc terrasser le gros problème ils ont fallu qu'il soit 3. Et je crois qu'il y avait aussi Maskman, si je dis pas de... je sais plus pour Maskman, mais ils étaient au moins 3 sur ses côtes, à savoir donc Morty, Gulthard, le dieu Yop. Le Cornumulu, c'est pas n'importe qui. Voilà. Alors pourquoi je vous dis tout ça, pourquoi on passe autant de temps sur cet épisode, c'est pour vous dire que Yop il a failli clamser, et que si les autres dieux sont pas intervenus, c'est parce qu'ils avaient peur de mourir aussi. Donc les dieux, contrairement à ce que nous dit Joris, à ce que pense Joris surtout, ils sont pas invincibles en fait. Ils peuvent pas juste être affaiblis, non, si les dieux ont refusé de participer à la bataille, parce qu'ils avaient juste peur de mourir. Donc les dieux peuvent mourir. Et ça c'est très intéressant. Donc pour moi c'est clairement pas inconcevable, quand on voit l'état de l'Inglorium, que certains d'entre eux soient morts. Surtout que quand on sait que dans Waven, on va beaucoup se référer à Waven, parce que Waven c'est la suite directe de Wakfu. Quand on sait que dans Waven par exemple, le jeu, on ne peut pas incarner toutes les divinités, on peut pas incarner toutes les classes. Il y a 6 ou 7 classes qui sont disponibles. Donc il y a Yop, Kra, Eniripsa, non Sacrior on peut plus, Xelor, Sram, et j'en ai peut-être oublié une que je joue pas. Et après il doit y avoir Sacrior qui est plus jouable. Mais bref, sur les 12, il y en a beaucoup qui n'existent plus. Donc pour moi c'est pas inconcevable que certaines des divinités aient péri. Soit... on y reviendra plus tard, mais pour moi c'est pas inconcevable que soit il soit tombé sur un ennemi trop puissant, ou juste que Locus, qui se situe dans l'Inglorium, leur ait mis une race. Et quand on voit la puissance de Locus, et le fait qu'il se soit attaqué jusqu'à maintenant qu'à des divinités ou des demi-dieux, moi ça me paraît pas improbable que les dieux soient tombés contre lui et qu'il leur ait foutu une race, les obligeant à aller dans une autre dimension se cacher comme la déesse Eliatrope à l'époque. Ça me paraît pas déconnant. L'un des autres points du coup qu'on va devoir aborder dans cette vidéo, c'est Tauros Mordal. Alors déjà, je tiens à souligner que le perso est très intéressant sur plein de points qu'on va étudier dans cette vidéo, mais vraiment le fait que ce soit le premier héros de son monde à avoir réuni les 6 Dofus, un peu comme Hugo quoi, c'est très très intéressant, parce que en gros c'est quand on joue au MMO Dofus, notre but à nous c'est de réunir les 6 Dofus, et lui il l'a fait, enfin je veux dire c'est cool, moi je sens un lien avec ce personnage particulièrement, et il nous fait prendre conscience surtout que bon, au-delà du monde des 12, il y a d'autres planètes dans le cosmos, ça on s'en doutait, je veux dire un univers avec une seule planète, c'est ridicule, mais on se doutait qu'il y avait d'autres planètes. Par contre, on savait pas qu'il y avait forcément d'autres réalités alternatives. Moi, je pense pas qu'il y avait d'autres mondes alternatifs. Et quand on sait que
les dieux ont commencé par cette planète-là, ils l'ont abandonnée. Du coup, ils ont offert la déesse Héliatrope pour justement essayer de réparer le fait qu'il n'y ait plus de Wafu dans cette planète pour que Tauros puisse s'en nourrir lui et ses disciples, hein, les habitants de cette planète. Je veux dire, intéressant. Donc, lui c'est le premier, mais on nous dit que c'est le premier. On dit pas que c'est le seul ou quoi. On dit pas ouais, toi et Tauros, vous êtes les deux seuls à avoir réuni des Sidophus. Non, on dit Tauros, c'est le premier à avoir réuni les Sidophus. Et qu'il y a d'autres réalités. Ou d'autres gens ont... Enfin, en tout cas, lui, il l'a fait. Je me dis, si lui, il l'a fait, qu'est-ce qui empêche une autre planète d'exister avec un héros qui aurait réuni lui aussi les Sidophus primordiaux? Je me dis, ah, intéressant. C'est peut-être une piste à explorer. Je me dis, imaginons une théorie de fou, mais imaginons qu'il y ait un conglomérat, entre guillemets, une fratrie 2.0, mais cette fois-ci, en fait, c'est pas des demi-dieux dans cette fratrie. C'est des personnes comme Tauros Mordal, c'est des personnes qui ont réuni les Sidophus, des personnes qui ont été abandonnées des dieux et qui ont décidé de se venger de ces derniers. Je dis pourquoi pas. Je dis imaginez genre ils se réunissent entre eux, tous ces champions donc du coup, qui se réunissent et ils disent comme la fratrie des oubliés, les dieux nous ont abandonnés, venez on va se venger. Et imaginons, je sais pas, moi je dis ça comme ça, hein. Tu passes de planète en planète, tu passes d'un plan à un autre. Imaginons que, je sais pas, la grande déesse Héliatrope, pour revenir sur la terre du monde des 12, elle a pas assez de puissance. Genre les Héliatropes, ils sont pas assez puissants. Elle a sauvé ses petits, donc elle va pas en première ligne. En plus, on le sait, la grande déesse Héliatrope, c'est un perso qui est brisé. Elle peut pas aller au contact directement. Mais imaginons que, je sais pas, elle a ramené différents champions, elle leur a dit, ok, vous avez réuni les Sidophus, vous avez réuni Sidophus. Ok, GG Wallplay. En attendant, votre monde, il est à l'abandon. Les dieux ne vous aident pas. Et eux, ils sont là en mode, c'est pas faux. Et si vous voulez, moi, je vous amène de leur dimension et vous allez leur casser la gueule. Et il fait d'accord, mais t'as quoi à gagner? Il fait moi, après, je récupère l'Inglorium. Vous rentrez tranquillement chez vous. Et après, moi, je peux m'occuper de mes petits, parce que moi, tout ce que je veux au final, c'est pouvoir m'occuper de mes petits et au contact de mes enfants. Et mes enfants, ils se situent sur cette planète-là. Est-ce que vous voulez bien m'aider? C'est un échange de bons procédés. Je vous permets de vous venger, et moi, vous me permettez de retrouver mes petits tranquillement. Parce que, en soi, la grande déesse, je dis pas que j'ai raison forcément. Mais mon scénario m'a l'air... Enfin, j'ai envie de croire à mon scénario. Mais en soi, elle sait. Elle sait ce qui s'est passé pour Dieu. Parce qu'elle le dit, non, j'ai pas envie d'en parler, n'en parlons pas. Elle sait ce qui s'est passé. Elle veut juste pas en parler. C'est sombre. Même pour elle, elle veut pas partager. Ok. Parce que le fait qu'elle se soit fait enchaîner, au final, elle en parle, mais elle dit jamais ce qui s'est passé avec les autres dieux. Moi, je me serais fait chasser de chez moi, en étant en plus, c'est une déesse primordiale. Enfin, je veux dire, au début, c'était elle et le grand dragon. Elle s'est fait chasser par les autres dieux. Elle a dû être loin de ses enfants. Ensuite, elle s'est fait enchaîner. Moi, j'aurais eu la rage. Et même si j'ai pas eu la rage, pour revenir, il aurait fallu chasser les dieux. Faut trouver un moyen de les chasser. On sait du coup que tu peux ouvrir des portails entre les dimensions. Ça paraît pas déconnant. Maintenant, on va continuer du côté des héliotropes. Enfin, plus précisément des héliotropes. Mais Oropo nous a prévenu depuis le début. Il nous a dit, il y a une grande catastrophe qui va s'abattre sur le monde des 12. Il a dit, Hugo, tu es le plus grand mot que cette terre ait porté. Et c'est très très intéressant qu'il utilise cette phrase. Alors, je sais pas si j'ai les mots exacts, hein. On le verra, plus tard, mais les mots qu'Oropo utilise, ça par contre, c'est une certitude, ce sont exactement ce que Hugo utilisera plus tard pour décrire Tauros. Donc, ce que Oropo lui dit, ça s'applique pour Tauros. Et là, il y a un parallèle de fou qui va se faire. Parce que c'est pas qu'une simple coïncidence. On se rend compte que Hugo, au fur et à mesure qu'il affronte Tauros, il maîtrise une lame de stasis. Et quand Tauros le voit, il lui dit fais gaffe à ne pas y prendre goût. Parce que Tauros, il le sait, il est déjà passé par là. Il sait ce que ça fait d'être si puissant. Donc en soi, oui, pour le moment, on va dire que Hugo,
il nous a sauvés. Ok. Mais faut pas oublier, Oropo, il a vu l'avenir. Et il l'a dit, Hugo, tu vas créer un cataclysme sans précédent. On pourrait peut-être même parler d'héliocalypse. Et on le sait, hein, on va de nouveau se référer à Waven, mais dans le monde de Waven, c'est un bordel sans nom, je veux dire. Les îles sont encore plus fracturées. Le monde est encore plus mal que dans l'univers, que dans le Wakfu. Enfin, je veux dire, dans Dofus, la Terre, ça allait. Wakfu, bon bah, chaos de Grest. L'ère de Waven, qui se situe juste après, hein, c'est les conséquences directes, hein, encore plus fracturé. Donc forcément, à un moment donné, ça a merdé. Et Oropo nous prévient, il nous dit, Hugo, tu vas jouer avec des forces qui sont encore plus puissantes, qui te dépassent une nouvelle fois. Tu penseras ne pas avoir le choix. Peut-être que c'est vrai que tu n'as pas le choix, mais en soi, les conséquences vont être dévastatrices. Et oui, et on finit dans l'ère de Waven. Donc forcément, tout se paye. Tout se paye. Et moi, ce qui me fait dire que... Il y a deux choses qui me font dire que il y a un hic. Premièrement, c'est Todd. Todd qui dit, bon bah, si ça se finit comme ça, que la suite, ce sera en manga et en webtoon et... En webtoon. Ils disent parce que en animé, ça aurait été trop triste. Déjà, là, ça t'en met une bonne quand Todd te dit ça, t'es en mode, ah, ok. Mais surtout... on sait que dans Waven, ça a été la merde. Voilà, on connaît déjà la conclusion, c'est la merde. Mais surtout, tout se paye dans Wakfu. Et Hugo a déjà fait détruire le monde une fois quand il a affronté Ogrest avec Tristopin. Il a déjà fait détruire le monde. Là, il joue avec des forces encore plus grandes. Teros nous dit, n'y prend pas trop goût au stasis. Comme s'il essayait de le prévenir que ça va merder. Compliqué. Oropo nous le dit aussi, ça va merder. On sait que dans Waven, ça a merdé. Yes. Compliqué. Et l'autre point qu'il faut aborder, c'est que Wakfu, alors, on nous dit, ouais, Wakfu c'est cool, etc. Le dernier plan qu'on a dans Wakfu, c'est Hugo et Amalia donc, qui s'embrassent. Mais happy ending, on peut se dire. Faux. Non, c'est pas un happy ending. Hugo et Amalia, ils sont dans les airs, ils tombent quand ils s'embrassent. Ils chutent. Le dernier plan qu'on a, c'est pas vraiment un happy ending, hein. C'est les héros qui chutent. Et ça fait mal une chute. Alors certes, il a des portails, ils vont pas s'écraser comme une merde, mais c'est une chute. L'avenir va être sombre. L'avenir va être très très sombre. Et en parlant de dernier plan, faut qu'on parle du dernier plan de Tauros. Je parle du plan séquence, hein, pas son plan qu'il a élaboré, etc. Mais dans la dernière fois qu'on voit Tauros à l'écran, il a perdu. Donc on le voit glitcher, il chancelle, il marche et tout. Moi je m'attendais, tu vois, j'aurais été Tauros, j'aurais pété un pont, je sais pas. J'aurais retourné mon bureau, genre. Il était à ça. Bon, vous voyez pas, mais à deux doigts de réussir à mettre son plan exécution, de pouvoir nourrir son peuple, etc. Et ça a merdé. Ça a grave merdé. Il y a de quoi s'énerver, tu vois. Il aurait pu crier, râler, je sais pas, casser un truc dans son... Non, Tauros, il chancelle un petit peu, puis il se reprend, il marche, doucement. Parce qu'il faut pas oublier, mais Tauros, comme je l'ai dit précédemment, il a réuni les Sidofus. C'est un héros. C'est un ancien héros. Qui a vécu des choses sombres. Et il sait beaucoup de choses, Tauros. Et il se rassoit sur son trône, sagement. Juste, on sent qu'il est fatigué. Hein. La façon dont il s'assoit, il est un peu... Mais il s'assoit, il ne bouge plus. Comme s'il attendait quelque chose. Il faut pas oublier que, quoi qu'il... Tauros, il a Ephraim dans son âme, même s'il n'arrive pas encore à créer le lien avec Ephraim, et que Ephraim et Nora sont au fin fond de l'univers, faut pas oublier que depuis le début, nous on nous le dit, depuis l'épisode 4 surtout, on n'arrête pas de nous rabâcher, ouais, les héliatropes ne sont pas les seuls à savoir faire des portails. Je voudrais bien comprendre pourquoi on nous rabâche autant. Les héliatropes ne sont pas les seuls à faire des portails. Est-ce que ça veut dire que, du coup, d'autres races savent en faire des portails?
Parce que bon, le clan des Doux, les Douziens, donc Yop, etc., ne savent pas faire des portails. Genre, on nous l'a dit, les apps qu'ils utilisent, c'est des anciennes constructions des héliotropes, quand ils sont venus sur cette terre. Ou des héliotropes, enfin je sais plus, mais bref, c'est pas les Douziens qui savent faire des portails normalement. Mais apparemment, on n'arrête pas, à part parce qu'il y a une incompréhension quelque part de ma part, mais normalement, les Douziens ne savent pas faire des portails. Par contre, on nous a répété plusieurs fois, tout au long de cette saison 4, que les héliotropes ne sont pas les seuls à savoir faire des portails. Donc moi je me dis, est-ce que Tauros, il attend que Ephraim revienne dans son armée, parce qu'à un moment donné, je sais pas, imaginons, il y a d'autres explorateurs du cross-mode, et ils tombent sur Nora et Ephraim, il les décongèle, Nora et tout, ils finissent par mourir, l'un des deux, le lien finit par rompre, il peut récupérer Ephraim, Ephraim fait de nouveau éclore le Dofus, reprend possession de Nora, rouvre un portail. Ok, c'est peut-être un peu gros, on va dire que Nora et Ephraim ont trouvé la solution, ils sont gelés, personne ne les trouve. C'est une théorie comme une autre, mais pour moi, ils ont tant peu le problème, ils l'ont pas réglé en étant à la fin de l'univers. C'est un peu trop idyllique. Mais bon, imaginons que ce soit la bonne solution et qu'ils aient bien réussi à trouver la chose. Ok. Mais depuis le début, comme je l'ai dit, on nous rappelle que les héliotropes ne sont pas les seuls à savoir ouvrir des portails. On sait qu'il y a d'autres mondes alternatifs. Et quand bien même il y aurait que les héliotropes, qui nous dit qu'en fait, les héliotropes qu'on ait vus là, ce soit les seuls héliotropes qui existent. Qui nous dit qu'en fait il n'y a pas un Hugo maléfique dans une dimension alternative. Imaginons qu'il s'allie à Tauros pour envahir d'autres mondes. C'est peut-être pour ça que Tauros il est si calme sur son trône, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il sait qu'à un moment donné il va pouvoir de nouveau s'échapper. Et jusqu'à maintenant, personne n'était capable de l'arrêter. On peut le temporairement. C'est un peu comme Sir Momor. Il est invincible. Il avance lentement. Mais il avance. Petit à petit. Il grignote du terrain. Et c'est ça qui est cool. C'est que du coup ça en fait un ennemi avec une telle prestance, une telle aura, que tu ne peux que le respecter. Et j'adore le traitement de Tauros dans cette saison 4 de Wakfu.